Bonjour, Lucas Deméo, merci beaucoup pour d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. Sycomore est une société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement responsable. Notre raison d'être, c'est développer une économie plus inclusive, plus durable et générer un impact positif pour nos parties prenantes. Alors, le secteur de l'automobile, c'est un secteur qui est en pleine transformation, qui vit certainement une transition historique inédite. J'avais une question toute simple pour vous, c'est d'après vous, quelles seront les clés de réussite pour ceux qui vont sortir finalement gagnants de cette transition? Ben, ça en général ou sur certains sujets particuliers? Parce que je pense qu'en général, je pense que c'est quand même une industrie hyper complexe. On doit gérer en même temps une discontinuité technologique importante. Et on voit le monde qui explose, qui se sépare, etc. Tu vois moins la possibilité dans les prochains 10-15 ans de revoir, comme on a vu il y a 30 ans, une Chine qui monte, etc. Et évidemment, beaucoup de pression de tous les côtés sur les coûts, l'inflation, etc. Donc en fait, on doit s'assurer de pouvoir générer des marges pour pouvoir investir dans les technologies dans un moment où il y aura à mettre la main dans la poche pour investir sur, pas une technologie, mais plusieurs technologies. Donc, c'est quand même un moment très intéressant. Je dois dire que si vous regardez les chiffres des derniers 3 ou 4 ans, on s'en est tous, dans l'automobile, presque tous, en fait, pas mal sortis. Hein, parce que, par exemple, si je reprends Renault, est revenu d'une crise dans un contexte hyper compliqué. L'année dernière, on a fait le meilleur résultat en 125 ans. Et d'autres constructeurs aussi, ils affichent des performances assez bonnes. Donc je pense qu'on est en train de faire le travail, ça ne veut pas dire que c'est facile. Nous, on est un peu au croisement des deux grandes révolutions. Une, c'est évidemment la révolution digitale et l'autre, c'est la transition écologique. On est vraiment au milieu. Donc on le sent avant et plus que les autres. Mais ça rend aussi la chose intéressante. L'automobile n'arrive jamais à ce croisement en premier. C'est une industrie qui arrive normalement en deuxième et qui a le rôle de faire quoi? De rendre ces technologies solides, fiables, parce qu'on a des produits qu'on doit donner dans les mains des gens pendant 15 ans et doivent circuler dans n'importe quelle condition. Et l'autre, c'est le fait que, comme on a un système de manufacturing qui est assez puissant, normalement on amène de l'échelle et donc la réduction des coûts. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'on n'arrive pas en premier sur des technos, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas important pour toute la chaîne alimentaire. Et la démonstration qu'on est quand même un acteur très lourd dans la recherche et développement, c'est qu'un tiers des budgets en Europe sont dans les budgets des boîtes automobiles et de leurs fournisseurs. Donc c'est un truc assez système relevant maintenant pour la recherche, pour le progrès, pour l'innovation. Donc moi je pense qu'on a un défi technologique certainement, on a un défi géopolitique. Et bon, il y a quand même une espèce de pression sociale, je pense finalement assez saine pour qu'on puisse réduire l'impact de notre produit sur la société, sur l'environnement. Mais ça tombe bien que vous êtes concentré sur ce segment parce que je pense que l'ESG, la stratégie de transition, c'est bien un des piliers de la révolution. On a démontré les derniers 4 ans qu'on est plutôt concentré sur ce sujet-là. C'est justement un peu aussi l'un des points que je voulais aborder avec vous, parce que je crois qu'on partage un peu cette démarche, de mettre la durabilité au cœur de la stratégie. Nous sommes une entreprise à mission, donc il y a un parfait alignement entre ce qu'on propose, les produits qu'on propose, et puis notre ADN. Notamment au travers des équipes, au niveau de toute l'énergie qu'on met à développer nos activités. Pour Renault, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mettre la durabilité au cœur de la stratégie? Écoutez, je pense que nous, on essaie d'être pragmatique, de ne pas en faire un truc philosophique. Et donc, il y a en fait 3 axes sur lesquels on travaille. 1, c'est la sécurité pour nous et pour nos clients. 2, c'est l'inclusion. Et 3, c'est toute l'histoire de l'environnement. Et pour chacun de ces chapitres, on a quand même décliné des actions assez concrètes. Et il y a une espèce de fil rouge entre les 3 piliers, c'est que toutes les actions qu'on met en place, théoriquement, elles pourront avoir un bénéfice en termes un impact positif sur le business. Donc ça doit faire de l'argent un jour.
ça doit générer de la valeur un jour. Et je pense qu'on est plutôt, je vois ça bien. Je vous donne un exemple tout bête. On a mis en place une espèce de métaverse de la partie industrielle, justement pour aller contrôler 13 000 machines qui sont dans nos usines. On bouge 1 à 2 milliards de données chaque jour. Quand il y a eu la crise, qu'on a vu l'énergie monter, etc., il y avait l'urgence évidemment de réduire le coût de l'énergie. Nous, on a été capable, dans l'espace de quelques mois, de réduire de 10-15% la consommation d'énergie, justement parce que je savais exactement quelle était l'énergie que le gars sur la ligne en Argentine était en train d'utiliser avec sa perceuse de monter une roue. On est arrivé à ce niveau de granularité. Donc je pense que l'ESG, ça va marcher, et l'argent va aller à ce secteur-là comme le vôtre, si derrière il y aura un modèle de business. Et pour chacun de ces trucs, tout ce qu'on fait avec l'économie circulaire, on est en train de créer une entreprise séparée, que peut-être on fera avec d'autres, ou peut-être on va accueillir des investisseurs, parce qu'on voit bien que l'économie circulaire, ça va devenir réglementaire, il n'y a personne qui fait ça, on est les seuls en Europe à avoir un footprint aussi industriel pour faire le boulot, de recyclage des batteries, réutilisation des batteries, raffinement des matériaux, les boucles courtes, etc. Mais moi, je sais très bien que ce business, il a mécaniquement une croissance à double chiffre, parce que ça devient réglementaire, ça doit aller à 100, de rien, et ça a des marges qui sont structurellement plus hautes des marges que moi je fais dans mon business traditionnel, donc je mets le paquet là-dessus. Mais ça, c'est important. Je pense que l'argent, il va aller où il y a de la valeur à faire du retour. Et on a exactement le même sujet, parce que nos clients, quand ils viennent investir chez nous, ils attendent du rendement. Alors effectivement, l'ESG est au cœur de notre proposition de valeur, mais au départ, les gens qui viennent placer leur argent, c'est pour leur épargne, c'est pour préparer l'avenir de leurs enfants, ils ont besoin de rendement. Donc il faut trouver ce bon équilibre. Entre l'impact positif et puis en même temps cette nécessité de livrer. Et nous, notre conviction, c'est que l'ESG d'une manière générale crée de la valeur pour nos clients. Alors peut-être que c'est sur un horizon un peu plus long que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, mais c'est en tout cas notre conviction première. Mais pour moi, s'il y a un conseil je pourrais donner, je suis là pas de donner des conseils, je ne suis même pas un spécialiste, mais un conseil que je donnerais, c'est de regarder dans les investissements la qualité du projet industriel. Le rendement, il doit être industriel d'abord. Et parce qu'on a eu beaucoup d'argent qui allait dans des initiatives qui étaient annoncées comme étant... Et ils ont fait comme ça, et puis poum. Donc il faut regarder. Et je pense que des entreprises, on a vu beaucoup de start-up, de nouvelles initiatives qui sont parties en valorisation et puis se sont cassées la figure, etc. Parce qu'il n'y a pas derrière de la substance. Et là, je pense qu'en fait, c'est une opportunité pour des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises solides, centenaires, etc. Toutes les fois qu'on fait un truc, on n'est pas là pour faire de la spéculation financière, on est là pour faire un projet industriel. Et normalement, on approche ça comme on approcherait même les technologies traditionnelles. C'est vrai que d'un côté, tu peux te poser la question si des boîtes centenaires sont capables de rentrer sur des nouvelles chaînes de la valeur, mais s'ils le font, ils vont le faire de façon assez sérieuse. Et là, il y a un rendement industriel, parce que moi, je ne mets pas de l'argent si je ne vois pas industriellement où le truc il marche. Donc voilà, donc je pense que c'est une chance pour nous en fait, pour les grosses boîtes qui ont compris qu'il faut changer. Et nous, là, c'est clair qu'on l'a compris. Et vous êtes d'ailleurs un exemple, effectivement, pour le reste de l'industrie. Un élément aussi que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle, nous, l'engagement actionnarial. L'engagement actionnarial, pour nous, c'est un levier puissant pour faire bouger les choses, parce que ça nous permet d'inciter les entreprises à évoluer vers les bonnes pratiques. Vous qui êtes de l'autre côté, si je puis dire, comment vous voyez cette approche-là? Est-ce que vous le voyez comme un frein, comme une opportunité? Voilà, ces investisseurs qui, finalement, peuvent parfois voter contre des résolutions ou demandent à vos équipes de changer leurs approches. Quel est un peu votre regard sur l'engagement actionnarial? Mais moi, je pense que, évidemment, c'est le modèle, c'est fait comme ça. Je pense qu'il y a des fois, comme ça, mais il y a des fois quand même une espèce de complexification de tout le système qui rend des fois un peu bureaucratique tout ce processus-là. Je pense qu'il faut rester sur les choses qui comptent, mais je pense que des gens comme nous on est des outils
Un CEO, un leader d'entreprise, il n'est pas propriétaire, ce n'est pas le fin ultime des choses. Nous, on est là pour servir et pour gérer les paradoxes. Parce qu'on a beaucoup de stakeholders. On a les clients d'abord, on a nos employés, les syndicats, les actionnaires, les autorités, le régulateur. On a plein de clients et nous, on est toujours là à essayer de, gérer les compromis et les équilibres qu'il faut. Mais c'est le modèle sur lequel les plus grosses entreprises sont construites avec l'actionnariat. Pour vous dire que j'accepte et je pense que c'est une chose hyper positive. Nous, on a quand même, et j'avais décidé à l'époque, il y a 2-3 ans, d'engager dans un des plus ambitieux des plans d'actionnariat salarial. Je pense en France, c'est sûr, mais en Europe. Donc, on était à 2%, on en est à 5% dans les mains de nos employés et je vise 10% avant 2030. Et ça veut dire mettre des milliards de valeur d'entreprise dans la main des employés. Je le fais parce que j'y crois, parce que je pense que c'est assez sain de donner cette transparence, etc. Je pense, quand je regarde les initiatives qu'on a pour essayer d'ouvrir le capital à certaines des unités à l'extérieur, c'est parce que je pense que ça va rendre l'organisation plus saine, plus transparente, plus orientée à la performance. Pas que financière de la valeur de l'action, mais du business lui-même. Donc, nous, je pense dans ce sens-là, on est complètement sur la même longueur d'onde. Oui, tout à fait. Ouais. Au sein de Sycomore, on dit human is capital. Évidemment, et je pense qu'on partage le même avis, c'est la richesse humaine qui crée de la valeur. Ouais. Pour Renault, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Human is capital. Ben, écoutez, je pense que moi j'ai trouvé des choses chez Renault qui n'étaient pas bien, donc on est en train de corriger. Certains on a déjà corrigé. Il y a aussi des choses qui étaient très bien. Et parmi elles, c'était la qualité, la compétence, l'attachement des gens à l'entreprise et la passion qu'ils ont pour notre secteur. Notre secteur, c'est un secteur très émotionnel. Donc, il y a une énorme passion. Moi, ce week-end-là, j'étais à Oman. Il y avait 400 000 personnes là-bas et ça se passerait pas exactement pour un Grand Prix de yaourt. S'il y avait des yaourts qui tournaient sur la piste ou je ne sais pas quoi. Donc, nous, on est dans ce secteur de passion et les gens sont très attachés à l'entreprise. Et c'est un des leviers qui m'a permis de faire rebondir l'entreprise parce que les gens sont hyper attachés. Je pense qu'on vit, quand tu as une entreprise à 100 000, 150 000 personnes, comme ça, évidemment, tu es un peu un proxy de la société, tu as un peu tout dedans. Donc, il y a différents segments, différentes catégories, etc. Je pense qu'on a vraiment fait un énorme travail sur le mindset du top management de l'entreprise. Okay. Je pense qu'on a un système qui permet aux couches d'entrer, d'être dans des conditions de travail qui sont raisonnables. Je pense qu'on a un thème d'assurer partout dans le monde un pouvoir d'achat qui permet aux gens au premier niveau des entreprises de terminer à la fin du mois, ce qui est un problème partout, même en Europe, ça le devient. Et donc, il faut qu'on soit capable aussi de rémunérer pas que seulement les actionnaires, mais aussi rémunérer les gens pour qu'ils terminent, pour qu'ils puissent acheter le cartable à leurs enfants, les envoyer à l'école, etc. Ça, c'est très important. Et par exemple, il faut qu'on les assure. Nous, on vient de lancer un programme sur la santé de nos employés, où on les met dans tous les pays du monde au meilleur niveau du marché. Je mets l'argent là-dedans parce que je pense que c'est important. Je pense même pour l'attachement aux entreprises. Il y a des enjeux de diversité qui sont importants. Je suis très fier de dire qu'on a déjà atteint la parité salariale chez Renault, donc on n'a plus ce problème. On avait quelques petits écarts et ça c'est bon. Et je vois que, par exemple, il y a toutes les initiatives sur la diversité, sur les différents genres, et par exemple, tous les recrutements stratégiques de Renault depuis déjà quelques années, 50%, on est déjà 50-50 entre hommes et femmes, et c'est pas évident dans un secteur où c'est pas naturel, on ne trouve pas 50-50. La finance, c'est pareil. Hein, exactement. Donc, mais je pense que même dans le changement du business model des secteurs ou des métiers qu'on va chercher dans le futur,
En fait, c'est une opportunité. On va aller beaucoup sur les services, sur d'autres domaines. C'est pas que le développement du produit, la ligne d'assemblage, il y a des domaines un peu masculins, etc. Je pense que le changement, la transition va aussi nous permettre de rééquilibrer tout ça. Donc, on y travaille. Je pense qu'on le fait en toute, comment dire, en toute confiance aussi avec les parties prenantes, avec les syndicats. Je pense que on a souffert beaucoup la crise. On a dû prendre des décisions assez dures. Mais on a créé comment dire, le bon esprit. D'ailleurs, Renault, historiquement, ici en France, vous l'appeliez le laboratoire social, dans le bien et dans le mal. Donc il faut qu'on en refasse un laboratoire social, mais dans le bien et pour le futur. Et on est bien fiers de travailler sur ça. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Lucas. Merci pour cet échange très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci.